Merci à tous d'être présents pour un sujet très important qui est le numérique pour vous, acteurs de la culture, acteurs qui recevaient du public, organisation qui avait pu aussi être extrêmement touchée par la crise justement sanitaire dont on est sorti. Et évidemment, vous avez pu aussi expérimenter un usage croissant du numérique. On entend souvent parler de numérique responsable, de sobriété numérique, de green IT. Voilà, donc un pléthore de termes, peut-être que je vais prendre le temps de définir. Donc le terme de numérique responsable, c'est un terme qui s'est imposé en 2014-2015. Avant, on parlait plutôt de technologie, de l'information et de la communication responsable, durable plutôt. Et en fait, il faut savoir que le mot numérique responsable, c'est un mot qui va englober pas que les questions environnementales, c'est aussi un terme qui va englober les questions, justement, la dimension sociale, les dimensions d'accessibilité, d'inclusivité. Et dans ce gros contenant qui est le numérique responsable, on va avoir finalement deux démarches. On va avoir une démarche qu'on appelle Green IT, qui est une démarche justement de réduction des impacts environnementaux et sociaux du numérique. Et ensuite, on va avoir une autre approche qui est une approche IT for Green. Donc finalement, c'est une approche qui considère le numérique comme un outil au service du développement durable. Donc en fait, ici, ça va vraiment être une question pour vous, toutes et tous qui écoutez, ça va être une question d'arbitrage du numérique. Où est-ce que le numérique a sa place? Comment doser si c'est bien de développer du numérique? Où est-ce que voilà, l'idée c'est de pas forcément sortir de cette présentation en se disant le numérique c'est bien ou le numérique c'est mal, mais plutôt de savoir d'avoir des éléments pour pouvoir arbitrer où il faut mettre du numérique et, euh, et où est-ce que il n'a pas lieu d'en avoir. Je vais juste prendre quelques minutes, j'avais oublié que j'avais cette slide, voilà, pour présenter le collectif dont je fais partie, qui est un collectif qui s'appelle Les Augures, qui a été créé en avril 2020. On a un collectif de 4 personnes qui accompagnons les acteurs culturels dans leur démarche de transition et dans leur capacité d'adaptation et d'innovation. Donc on va faire un accompagnement en RSE, en démarche RSE, RSO. On va aussi faire de l'accompagnement en éco-production. On va aussi essayer de fédérer les acteurs culturels autour de grands enjeux, les grands enjeux de la culture qui seraient pour nous, en tout cas, les enjeux de scénographie, de production, et aussi des enjeux justement autour du numérique. Euh, voilà, donc avec des laboratoires de recherche-action où tous les membres de ces laboratoires vont essayer d'expérimenter les solutions qu'on aura évoqué. Donc, comme je vous disais, musée numérique, culture et numérique, il y a une dualité puisque depuis donc la crise sanitaire, on a vraiment fait face à cette cette explosion du excusez-moi, faut que j'essaye du numérique. Évidemment, le numérique, ça a été le moyen, justement au moment de la crise sanitaire, où tous ces lieux justement de loisirs ont fermé. Ça a été le moyen de continuer à atteindre du public. C'est aussi d'ailleurs une mission pour chacun d'entre vous de démocratisation de la culture, de toucher un public de plus en plus large. Et en même temps, les musées et autres organisations de loisirs sont face à cette urgence de réduire l'impact environnemental. Donc, comme je vous disais, l'idée, ça va vraiment être de réfléchir à une question d'arbitrage. Quand on regarde aujourd'hui les principaux impacts du secteur culturel, excusez-moi, il y a un S à culturel donc il n'y aurait pas, on voit que le numérique finalement a une place très importante, ça fait partie des impacts majeurs. On va avoir au départ les transports, la mobilité, l'alimentation, l'énergie qui comprend la climatisation, le chauffage, et le numérique entre 2 et 50% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Pourquoi 2 et 5%? Parce que, par exemple, pour le cinéma et la musique, l'impact carbone du numérique est supérieur au reste du tissu productif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a moins d'impact aujourd'hui dans le cinéma et les musiques qui est issu de la production des films ou de la musique qu'il n'y a d'impact de la VOD et de la diffusion des films.
Donc le numérique, un impact invisible. On a souvent parlé d'immatérialité. En fait aussi, pourquoi il y a une prise de conscience récente de l'impact du numérique, parce qu'il y a quand même tout un champ lexical qui a été développé, comme le cloud, l'immatérialité, la navigation, en tout cas tout un champ lexical qui nous a pas du tout aidé à prendre conscience en fait de la vraie matérialité voilà, de tous ces dispositifs, de tous ces équipements et tous ces services qu'on va développer. J'aime bien souvent utiliser cette image, vous présenter cette image d'un photographe sud-africain qui s'appelle Dylan Marsh et qui va venir photographier des mines de métaux à travers le monde. Donc là, c'est la mine de Palabora, qui est une mine justement en Afrique du Sud, une mine de cuivre. Et en fait, ce que vous voyez au milieu, c'est pas un petit œuf de dinosaure. En fait, c'est la quantité de cuivre qui va pur, qui va justement émaner de cette mine. Donc vous pouvez déjà voir une différence d'échelle. Et c'est aussi une photo qui va vraiment parler aussi de la pollution engendrée par la création de nos équipements. Parce qu'en fait, la bête noire en fait du numérique, et ce que j'aimerais finalement que vous reteniez de cette présentation, c'est finalement le numérique. On va beaucoup parler des mails, mais la bête noire, c'est vraiment les équipements. C'est là où il y a la majorité des impacts et des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, il faut savoir que donc le cuivre, c'est un métaux qu'on va trouver dans tous nos équipements numériques. C'est aussi un métaux qu'on va trouver dans les batteries, dans tous les éléments qui vont servir justement à la transition écologique, la transition environnementale. Donc pour récupérer ce cuivre, il va falloir broyer très très finement la roche. Donc c'est ça, vous imaginez la quantité d'énergie que ça requiert. Et ensuite, toutes les terres qui vont rester, on va donc les mettre dans des espèces de cuvettes, des baignoires, ou alors on va même les relâcher dans la nature sans procéder de dépollution justement de ces terres, donc ces roches qui ne contiennent pas seulement du cuivre, mais aussi d'autres polluants extrêmement dangereux pour la biodiversité et extrêmement polluants. Donc pour parler des impacts du numérique, je vais d'abord commencer par les impacts environnementaux du numérique. Donc le numérique, il est quand même responsable aujourd'hui de 4% des gaz à effet de serre mondiaux. Il faut savoir que le numérique aujourd'hui, il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au numérique qu'à l'aviation civile. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les émissions du secteur, elles augmenteraient de 8% par an, et ça, ce sont des chiffres qui datent d'avant le confinement. Il faut savoir aussi que les 4% de gaz à effet de serre mondiaux ici du numérique, ce sont des chiffres qui prennent compte de la fabrication du matériel et de l'usage, mais pas de la fin de vie du matériel. Et on va en parler dans un second temps de tout ce qu'on appelle les 2-3 E, les déchets électriques et électroniques, qui évidemment sont extrêmement polluants. L'univers dans le numérique dans le monde représente donc 5% de la consommation d'énergie primaire, 80% de l'impact du numérique est lié à la fabrication des équipements. Comme vous pouvez le voir, il y a une vraie matérialité dans le numérique. Et finalement, la consommation d'énergie du numérique, voilà, on va distinguer la fabrication de nos équipements et les usages. Et d'après le Shift Project dont beaucoup de chiffres viennent aussi du think tank du groupe qui s'appelle Green IT. D'après eux, donc il y a 45% de la consommation d'énergie du numérique qui est utilisée pour la production et 55% pour l'utilisation. On parle d'impacts environnementaux, il faut parler aussi des impacts économiques et sociaux. Souvent nos équipements numériques, ils sont produits, ou en tout cas les différents métaux que vous allez trouver par exemple dans votre ordinateur ou votre téléphone portable, ils viennent de pays qui ne respectent pas justement le droit des travailleurs. Il y a aussi la question des big data, qu'on appelle le nouvel or noir, donc toute la question du profilage des utilisateurs. La question de la fracture numérique, je pense que c'est vraiment un enjeu important justement pour vous, parce que c'est vrai qu'on parle à chaque fois du numérique pour étendre ses publics. Aujourd'hui, il y a quand même 14 millions de personnes en France qui n'ont pas accès au numérique. Donc ça, c'est des chiffres qui datent pour la France. Donc c'est un Français sur 6 qui n'a pas accès au numérique. Donc il y a aussi cette fracture-là qu'il faut prendre en compte quand on veut justement partir sur de la tout dématérialisation. Il y a le fait que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès justement au numérique ou qui ne savent juste pas l'utiliser. Il y a aussi évidemment le fait que le numérique
ne changera pas l'expérience collective qui est aussi l'usage d'un événement culturel, voilà, le fait que ce soit en présentiel et que ça crée du collectif. Des questions aussi d'addiction, d'écologie de l'attention. Et après, en dernier lieu, des conséquences sanitaires sur les ondes. Il y a encore très très peu d'études sur la question, mais on ne peut pas évidemment aussi nier ces enjeux-là. J'ai pas fait de slide dessus, mais il y a aussi des enjeux politiques, géopolitiques liés au numérique. Le film d'ailleurs, Don't Look Up, en parlait avec cette météorite. Là, je lisais encore récemment que voilà, Mars ou la Lune sont peut-être des territoires à explorer pour aller récupérer des minerais ou des matériaux. On pense aussi aux fonds marins. Voilà, qui regorgent justement de cobalt ou autres métaux qu'on va utiliser pour la fabrication de nos équipements. Et c'est vrai que justement, ces territoires qui regorgent de ces matériaux peuvent faire du coup l'objet de conflits très 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 importants. Et c'est aussi un enjeu qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, un petit point quand même sur la législation. Donc, on a une législation malheureusement pas encore très forte, très répandue sur le sujet. En Europe, j'ai choisi deux conventions de législation. La Convention de Bâle, donc, qui aujourd'hui fête ses 33 ans et qui est un traité pour réduire la circulation des déchets dangereux. En fait, c'est un peu le moment où les pays riches ont commencé à avoir un peu honte de donner tous leurs déchets dans les pays pauvres, et aussi les pays pauvres ils ont souhaité faire une régulation pour arrêter d'envoyer en fait des cargos et des cargos de déchets dans les pays en voie de développement. D'ailleurs, je lisais tout à l'heure que la Suisse et le Ghana sont actuellement en train de revoir pour que la Convention de Bâle soit justement plus... parce que évidemment, elle a été extrêmement contournée aujourd'hui, puisque je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de décharges de produits électroniques, notamment une tristement célèbre à Accra au Ghana. Mais les entreprises et les pays dits développés ont réussi à contourner justement cette convention. Et aujourd'hui, la Suisse et le Ghana souhaiteraient en fait qu'il y ait un changement dans cette convention pour que les pays importateurs, donc les pays qui reçoivent les déchets, soient au préalable consultés pour savoir s'ils acceptent ou non ces arrivées de déchets. L'autre directive, c'est la directive RoHS, qui est une directive européenne pour limiter l'usage de substances, de produits chimiques dans nos équipements, notamment des produits comme le plomb ou le mercure. Et c'est donc une directive qui est régulièrement amendée, dont la liste des substances est régulièrement amendée, ajournée. En France, on a 3 lois qui peuvent être intéressantes sur le sujet du numérique. En premier lieu, la loi AGEC. Donc la France, on est assez en avance quand même sur, en tout cas, les enjeux d'économie circulaire avec cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc ce que dit la loi AGEC, c'est que aujourd'hui, vous devez avoir sur vos équipements électroniques un indice de réparabilité. Et bientôt, d'ici 2024, les équipements électriques et électroniques vont devoir avoir des indices de durabilité sur une échelle de 1 à 10. Les fournisseurs aussi Internet doivent vous donner votre consommation de données en temps réel et leur équivalent en gaz à effet de serre. Parce que par exemple, un petit éco-geste, c'est d'éteindre très régulièrement sa box Internet. Ça consomme quasiment plus qu'un réfrigérateur. La loi REEN aussi, donc c'est la loi pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Donc c'est une loi qui va plus traiter, qui va plus être dans la sensibilisation. Donc c'est une loi qui impose notamment d'intégrer l'éco-conception des services numériques dans la formation des ingénieurs. Et cela à partir de septembre 2022. Ensuite, c'est une loi qui va donc favoriser la réduction d'énergie des data centers et qui va promouvoir aussi des stratégies de numérique responsable à l'échelle des collectivités. Enfin, on a aussi la loi climat et résilience, qui est la loi qui
qui suit donc la Convention citoyenne pour le climat, qui est une loi qui peut être intéressante au niveau du numérique, au niveau des marchés publics. Si vous rédigez par exemple des appels d'offres, sachez que d'ici quelques années, ça va être impératif, obligatoire, d'avoir dans vos appels d'offres au moins un critère environnemental, et que dans les cahiers des charges techniques, devront prendre en compte au moins un ODD, objectif de développement durable. Donc quelques données et indicateurs si vous souhaitez justement mettre en place une politique de numérique responsable. Je vous en ai cité 3. Donc Negaoctet, qui est un référentiel des services numériques qui vous permet de vous accompagner pour réduire les impacts environnementaux de vos services. Il y a une partie gratuite, une partie payante. C'est un référentiel dont vous pouvez avoir accès sur le site de l'ADEME. Le GR 491, qui est aussi très intéressant, qui propose 57 recommandations pour la conception responsable de services numériques. Et après, donc je vous parlais aussi, comme on parle de numérique responsable, et du coup il y a cette question d'accessibilité, il y a un référentiel aussi intéressant qui s'appelle le RGAA, qui vous aide dans l'amélioration de l'accessibilité de vos services numériques. Donc je vais juste revenir un peu sur les équipements. Donc les équipements, comme je vous disais, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si vous pouviez vraiment retenir qu'une chose, c'est garder vos équipements le plus longtemps possible et en acheter le moins. Donc on a tendance, voilà, comme je vous disais, à penser que l'utilisation d'énergie, l'utilisation d'énergie de nos équipements, c'est là qu'il y a les majorités des impacts, mais en fait, la majorité des impacts, c'est vraiment dans la fabrication. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on compte à peu près 34 milliards d'équipements pour 4,1 milliards d'utilisateurs, donc 8 équipements par utilisateur, soit un total de 223 millions de tonnes de matériel. C'est pas forcément sur la slide, mais par exemple dans un téléphone portable, on va avoir 70 matériaux différents, dont une cinquantaine de métaux. Donc ça vous montre un peu l'étendue, la complexité de ces outils qu'on a malheureusement considérés comme des biens jetables en fait. Or, le numérique est une ressource non renouvelable, puisqu'aujourd'hui on considère qu'on n'a que 30 ans devant nous en ressources pour pouvoir produire les équipements. Ensuite, donc, je vous parlais aussi de la fabrication de ces équipements. La question aussi, c'est la question des D3E, donc déchets électriques et électroniques, qui vont donc partir la plupart du temps. Donc en fait, il faut savoir qu'il n'y a que 20% lorsque vous allez mettre votre téléphone ou votre ordinateur dans une filière justement de recyclage, finalement, il n'y a que 20% de ces équipements qui vont réellement être recyclés. En fait, 80% des équipements ne sont pas tracés, donc on ne sait pas aujourd'hui où est-ce qu'ils vont, et la plupart du temps, ils vont finir justement dans ces décharges. Je suis désolée, les bonnes nouvelles arrivent, je vais vous donner des choses pour agir, mais c'est important quand même de partir sur un constat de la gravité en fait. Voilà, donc aussi il y a la question de l'obsolescence programmée, parce que la durée d'utilisation d'un ordinateur a été divisée par 3 en 30 ans. Et voilà, donc on a une hausse de nos équipements en France en tout cas, qui a augmenté de 21% en 5 ans en France. Donc la loi des 5 R, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette loi: réduire, réutiliser, recycler, refuser, résister. Voilà, essayez un maximum de garder votre téléphone, c'est vraiment le meilleur éco-geste que vous pouvez avoir aujourd'hui. Aussi, à l'échelle d'une organisation, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est mettre en place une politique d'achat responsable, en intégrant des critères environnementaux dans les appels d'offres, en soumettant vos fournisseurs à des questionnaires sur leurs engagements écologiques et sociétaux, en exigeant des écolabels sur les matériels, en exigeant aussi des garanties minimales à 5 ans, et en éco-concevant vos matériels et vos services. Petit mémo sur les bonnes pratiques, donc sélectionner un appareil adapté à vos besoins. Ça fait partir de l'une des obsolescences. Ça va être des personnes qui vont devoir racheter un téléphone parce qu'en fait, on leur a acheté un téléphone qui est beaucoup trop perfectionné pour eux. C'est comme d'aller, par exemple, acheter un ordinateur extrêmement performant quand on va juste faire du mail ou du Excel. Ça vaut pas le coup. Il vaut mieux acheter un ordinateur justement reconditionné de seconde main,
parce que ça sert à rien en fait d'avoir un ordinateur hyper puissant quand on va avoir un usage finalement assez limité. Donc voilà, comme je vous disais, essayez d'acheter du matériel en seconde main ou reconditionné. En plus, aujourd'hui, il y a vraiment des services extrêmement performants là-dessus. Donc, faut pas, voilà, on se met souvent des blocages en termes d'utilisation, mais il faut vraiment penser à ces solutions, connaître les labels, louer le matériel plutôt que l'acheter. Ça, c'est la meilleure solution aussi en tant que personne qui pouvait travailler dans des structures. Essayer au maximum d'être dans la mutualisation avec des structures aux alentours et dans la location du matériel plutôt que l'achat. Voilà, les clauses environnementales à généraliser, le fait de réparer, d'entretenir votre matériel au maximum, essayer une fois par an de faire réviser votre matériel pour le garder le plus longtemps possible et quand même participer à la collecte. On sait tous qu'à la maison, on a une boîte, un tiroir avec, ou dans votre bureau, une salle avec un placard rempli de déchets électroniques. On ne sait pas trop s'ils marchent encore. Voilà, prendre un temps, une journée au sein de votre entreprise ou chez vous pour aller vraiment participer à cette collecte. Pourquoi il faut participer à la collecte? Parce qu'aujourd'hui, recycler, ça coûte très cher, parce qu'il y a tellement de métaux différents et à des quantités tellement infimes que les filières ne se sont pas encore structurées. Mais si aujourd'hui on est une masse à venir donner justement nos équipements, les filières justement vont pouvoir se structurer et se développer. Et en fait, il y a finalement cette petite loi, c'est un matériel acquéri, un matériel rendu en échange. Donc voilà, encore une fois, moins d'équipements pour plus longtemps. Petite parenthèse sur le mail, parce que voilà, souvent on parle de numérique responsable, on a l'impression que j'ai trié ma boîte mail, on fait des pièces jointes, on a arrêté les pièces jointes, voilà, c'est bon, on est dans une démarche numérique responsable. Voilà, ce petit diagramme, moi, souvent il me fait plutôt sourire sur le fait que finalement ça représente que 0,2% de l'empreinte carbone du numérique, le transfert et le stockage du mail. Donc clairement pas la bête noire, le mail. En revanche, la bête noire, ça va être la vidéo. La vidéo, en fait, ça représente 80% de la bande passante du web. Et aujourd'hui, la vidéo en ligne génère 1% des émissions mondiales, plus qu'un pays comme l'Espagne. 80, et pourquoi nous, les acteurs culturels, on est concernés là-dessus, c'est que 60 à 80% des données sont des données sont la part de la culture dans les usages numériques. Donc on va avoir d'une part Netflix, la VOD, donc c'est 80% si on considère que la pornographie est de la culture, PlayStation et autres jeux vidéo, le streaming musical. Voilà, donc la vidéo, c'est aussi l'une des bêtes noires voilà. Un enjeu aussi important à penser, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quelque chose qu'on a tous vu en cours d'économie au lycée. En fait, l'effet rebond dans la culture, c'est qu'avec le développement justement des offres numériques culturelles, on va se retrouver à une addition des modes de diffusion. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique présentielle-distancielle et en fait, ça va augmenter les émissions du secteur. Autre effet rebond de la culture, ça va être l'accroissement des jauges. Il y a l'exemple, par exemple, du concert de Jean-Michel Jarre. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais on va dire qu'il y avait 1000 personnes en présentiel à son concert et quand il l'a fait en ligne, il a multiplié par 10 le nombre de personnes. Donc, bien sûr, il faut évidemment faire l'analyse de cycle de vie. Ça a sûrement évité aussi certains transports, mais c'est vrai que s'il y avait des gens à la fois derrière l'ordinateur et des personnes aussi dans la salle, vous imaginez en fait l'impact carbone de son concert. Un petit exemple d'une initiative intéressante de la part de MyCanal qui a décidé de responsabiliser ses utilisateurs en indiquant la consommation de CO2 de ses flux vidéo et en incitant aussi le spectateur à choisir la qualité de vidéo. En effet, ça ne sert à rien de regarder par exemple du 4K sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Il faut essayer d'ajuster la qualité de la vidéo par rapport à l'équipement que vous utilisez. Donc encore un mémo de bonne pratique, sélectionner les vidéos, optimiser les vidéos. Il y a un logiciel super qui s'appelle Handbrake qui va vous permettre d'optimiser la qualité de la vidéo par rapport à la plateforme où vous allez la poster.
Essayer de télécharger plutôt que de streamer, voilà, c'est beaucoup moins énergivore. Essayer de désactiver la lecture automatique. Il y a plusieurs logiciels qui existent, mais c'est vrai que le phénomène Netflix de on regarde la série en boucle, c'est un peu une catastrophe. Essayer de choisir la plateforme adaptée et opter pour un fournisseur vertueux. Enfin, donc pour tout ce qui est services numériques, on a parlé pas la conférence d'avant, mais celle encore d'avant, de la logique de l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Essayer d'avoir cette démarche justement quand on veut développer un service numérique. Donc au départ, vraiment prendre un temps pour analyser le besoin. Est-ce que faut qu'on fasse du numérique sur cette action-là? Parce que c'est vrai que depuis le Covid, on a eu tendance à passer sur du tout numérique, même si on a repris le présentiel. Et donc au départ, vraiment prendre un temps pour analyser le besoin, puis un temps sur la conception, l'usage, la fabrication. Voilà, essayer de prendre vraiment cette logique de cycle de vie. Et je vais finir par cette citation de Gauthier Roussy. Éco-concevoir un service numérique, ça exige une plus grande précision car il faut répondre à 80% des usages avec seulement 20% de ressources. Mais ces contraintes sont extrêmement fertiles. Voilà, les contraintes sont fertiles voilà, l'idée c'est de pas être dans on arrête le numérique, mais dans un usage plus responsable du numérique où on s'interroge vraiment sur le besoin. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Évidemment, c'était très rapide, j'avais qu'un quart d'heure, c'est un sujet, on pourrait en parler toute la journée, mais j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir plus loin. Ouais. On a 1 minute pour une question, si vous le souhaitez. Y en a-t-il? Madame, c'est une question en français ou en anglais? Français? Bonsoir. Du coup, très rapidement, est-ce que vous avez fait un tour des stands sur le salon et est-ce que vous avez pu discuter avec les gens de la tech de leur empreinte numérique et qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais on m'en a parlé. Voilà, je sais qu'effectivement, en fait, par exemple, la réalité virtuelle, c'est vraiment un usage qui explose aujourd'hui. Et d'ailleurs, les musées, les organisations culturelles sont incités à développer la réalité virtuelle. Même dans le plan de relance, en fait, il y a certaines aberrations où vraiment les musées. D'ailleurs, je regardais c'est pas pour faire le petit discours avant les élections, mais c'est vrai que dans le programme de Macron, il incite à le développement de la réalité virtuelle. Alors, en fait, réalité virtuelle, il y a des choses qui peuvent être intéressantes et des choses qui... Je pense que ce qui est dangereux, c'est de rentrer dans une logique de blanc ou noir. En fait, la réalité virtuelle, ça peut être aussi intéressant dans certains cas pour justement des personnes qui sont handicapées ou qui sont alitées, immobilisées, de pouvoir leur faire vivre certaines choses parce qu'il y a des choses extraordinaires aujourd'hui avec la réalité virtuelle. Ça peut aussi parfois économiser des billets d'avion, j'en sais rien, pour aller visiter un appartement dans une ville où vous allez habiter l'année prochaine, pouvoir le visiter en réalité virtuelle. C'est hyper intéressant. Le seul danger, encore une fois, c'est la question du matériel. Donc si réalité virtuelle, mais pourquoi pas justement mutualiser ça, ne pas être que dans la réalité virtuelle, aller visiter une exposition, aller voir un lieu de culture, c'est aussi une expérience collective. Et ça, en fait, faut pas l'oublier. Justement, le Covid, on est tous rentrés dans cet univers numérique qui a aussi créé, je trouve, une grande fatigue numérique. On est fatigué des écrans, on est fatigué des visios. Donc, gardez ça en tête, même si, voilà, je vais pas apporter un discours anti-VR, mais c'est évidemment je vais évidemment pas forcément encourager à fond le développement de la VR aujourd'hui dans les organisations culturelles. Merci beaucoup, chère Marguerite. On va devoir clôturer ici. Si vous souhaitez peut-être une des questions entre vous, mais on va devoir clôturer maintenant parce qu'on doit fermer la salle. Merci infiniment à vous, Marguerite. Merci à vous, cher public. Merci beaucoup de votre attention.